Alors j'ai un privilège, d'abord j'ai le micro, ensuite avec quelques camarades on a passé l'après-midi au Blanc-Nez, sous un beau soleil, et j'ai conservé à mes côtés Pierre Stamboul. Donc je voudrais tout d'abord remercier la Maison d'entraide et de ressources pour son hospitalité, la librairie du Chanel pour sa coopération, et puis surtout, et ce n'est pas qu'une formule de courtoisie, Pierre Stamboul qui a fait beaucoup de chemin pour nous rejoindre, qui a sans doute un agenda très chargé depuis 19 mois et qui néanmoins a trouvé un moment, jeudi, à Calais, vendredi, à Lens et à Grande-Synthe pour nous faire bénéficier de sa très riche expérience et réflexion sur la Palestine, le combat pour la solidarité avec la Palestine. Alors, dans cette salle, la FPS, l'association France-Palestine, Solidarité, groupe de Calais, a reçu successivement, il y a un peu plus d'un an, tour à tour, Sylvain Sipel, auteur des Emmurés et de l'État d'Israël contre les Juifs, Jean-Pierre Filiu, auteur d'une histoire de Gaza de l'Antiquité à nos jours, Stéphanie Laté Abdallah, anthropologue, spécialiste de la condition carcérale des Palestiniens en Israël, Nada Yafi, directrice du laboratoire du Centre de langue de l'Institut du monde arabe à Paris. Et puis alors dans un autre lieu, à la loco, nous avons également reçu Pouamama, son prénom m'échappe, Saïd Pouamama, qui m'excuse. Donc aujourd'hui, nous poursuivons avec vous, Pierre Stamboul, ce travail d'information, de réflexion, d'échange au service de l'action militante, en vue de soutenir le peuple palestinien dans la tragédie qu'il traverse, une tragédie d'un siècle, à vrai dire, mais particulièrement dure aujourd'hui, en vue surtout de mettre en accusation le gouvernement français, qui n'a de cesse de soutenir la politique d'expansion et d'annexion et d'élimination du peuple palestinien par Israël, nonobstant quelques formules creuses, quelques gesticulations pour faire mine de temps en temps de s'y opposer quand le degré de violence génocidaire atteint, comme c'est le cas depuis le mois d'octobre, et surtout depuis le 2 mars 2025, des niveaux presque inimaginables. Le silence, la désinformation, les présentations tronquées et les représentations biaisées. Par exemple, lorsqu'il y a des victimes israéliennes, ce sont des victimes. Lorsqu'il y a des victimes gazaouis, ce sont des victimes selon le Hamas. Toutes ces stratégies sont la préparation à l'oubli. Et comme l'écrivait Pierre Vidal-Naquet, historien de la Grèce antique Pierre Vidal-Naquet, dans Les Juifs, la mémoire et le présent, paru initialement en 1981, l'oubli est le linceul dans lequel sont enfouis tous les massacres. Ce qui nous rassemble ici, c'est la volonté de savoir, de faire savoir et de garder en mémoire ce savoir commun. Or, Pierre, vous êtes un témoin particulièrement précieux, et cela à plusieurs titres. En tant qu'animateur de l'Union des Juifs et des Juifs de France pour la paix, vous vous êtes rendu à 2 reprises récemment en Cisjordanie en 2013 et 2016. À Gaza. À Gaza, pardon. Et ces visites ont ponctué l'aide concrète, financière et logistique apportée à des communautés agraires de Gazaouis. La deuxième raison qui font de vous un témoin hors pair, c'est que votre histoire familiale vous a doté d'un legs. Vos parents sont nés en Bessarabie, si je ne m'abuse, une région comprise aujourd'hui entre l'Ukraine et la Moldavie. Votre mère, Dvoira Weinberg, je prononce peut-être pas très bien,
était communiste et résistante au sein de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Votre père, Yakov Stamboul, était un combattant du groupe Manouchian, arrêté, torturé par la Gestapo et déporté... Par la police française. Par la police française, déporté à Buchenwald peut-être? Oui, c'est ça. Si vous le souhaitez, du reste, vous pourrez revenir sur cet héritage familial. Le génocide des Juifs des Juifs européens, par le nazisme, la destruction de la langue et de la culture yiddish en Europe centrale et orientale, la collaboration des régimes fascistes à l'extermination, en particulier celui de Vichy, tout cela forme un ensemble de faits non seulement solidement documentés, mais enseignés dans les collèges et lycées depuis plusieurs générations. Ce qui fait que tout un chacun peut avoir à l'esprit la formule « plus jamais ça ». Dans votre livre « Du projet sioniste au génocide », au chapitre 15, intitulé « Antisémitisme et réalité pompier pyromane », vous indiquez comment la maxime éthico-politique « que cela n'arrive plus jamais » a été dévoyée par le sionisme et est devenue « que cela ne nous arrive plus jamais ». Vous expliquez dans ce chapitre comment la destruction des Juifs d'Europe a été instrumentalisée, captée, confisquée par l'État d'Israël. Ariel Sharon a ainsi pu déclarer que si Israël avait existé, il n'y aurait pas eu Auschwitz. Vous décrivez dans ce chapitre ce en quoi a consisté depuis le début du XXe siècle cette falsification sioniste de l'antisémitisme et de l'histoire européenne. Vous mentionnez le fait que l'État d'Israël ne reconnaît pas le génocide des Arméniens, ce qu'il a en commun avec la Turquie. L'instrumentalisation du génocide des Juifs européens, ça a aussi ce sens-là. Il n'y a qu'un génocide, celui qu'ont subi nos parents, nos grands-parents. L'instrumentalisation implique cette dimension d'unicité. Je termine là-dessus. À la fin de votre ouvrage, publié en décembre 2024, vous écrivez que la solution à deux États n'est ni possible ni souhaitable, bien qu'elle soit communément préconisée par l'ONU. Dans la foulée, vous invitez à ne jamais confondre droit humanitaire et organisation des Nations Unies. Je pense que ces deux éléments, parmi beaucoup d'autres, doivent vous inciter, par vous, auditeurs de Pierre Stamboul, à acheter son livre, parce que même si on commence à savoir pas mal de choses sur la Palestine et sur Gaza, il y a des éléments de réflexion qui sont d'une netteté particulièrement remarquable, presque axiomatique. Donc voilà, j'aimerais peut-être vous entendre sur ces deux points au préalable, mais on a beaucoup voyagé ensemble tout à l'heure. Je pense que vous avez tellement de choses à dire que je n'ai même pas besoin de poser des questions. Merci beaucoup pour cette invitation. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ma présentation personnelle. Je suis prof de maths à la retraite, mais c'est vrai que cette histoire, parce qu'elle est aussi un peu une histoire intime, elle m'a rattrapé. Elle nous a rattrapés à l'Union juive française pour la paix. Nous existons depuis 1994. Au début, c'était sur la position « pas de crime en notre nom ». Et très vite, la réalité de ce qu'il y a derrière la guerre que l'État d'Israël mène contre le peuple palestinien s'est imposée à nous. Les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, c'est occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide, suprémacisme. Nous sommes une association antisioniste parce que juive, parce que le sionisme est un crime contre la Palestine, mais c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire, à nos identités multiples. C'est aussi une idéologie suicidaire. Personne ne peut imaginer que cette folie meurtrière durera éternellement. Nous sommes une association antiraciste. Nous dénonçons le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, contre les musulmans, contre les Juifs. Nous ne faisons pas
de l'antisémitisme, qui est notre histoire intime, un racisme à part. Alors le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en plein génocide. En tant que juif et fils de déportés, nier qu'il y ait un génocide à Gaza, ça me paraît totalement impensable. Les images que nous recevons tous les jours de nos correspondants à Gaza nous rappellent les images que les Alliés ont découvertes dans les camps d'extermination et la libération, des enfants émaciés dont on voit les côtes, des linceuls à perte de vue, des hôpitaux qui ont été détruits, plus de journalistes morts à Gaza que pendant tout le XXe siècle, des dirigeants israéliens qui ont appelé ouvertement à tuer les femmes et les enfants en disant qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, des dirigeants français qui leur ont emboîté le pas, comme le grand rabbin Corsia qui a exhorté Israël à finir le travail. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment on en est arrivé là. Et dans le livre que j'ai écrit, j'essaie un petit peu de dévider l'histoire depuis 2000 ans, comment elle a abouti à ça, pour qu'on ait quelques valeurs sûres. Alors je commence le bouquin, ça paraît bizarre, mais dans l'Antiquité. Pourquoi ? Parce que les dirigeants israéliens, prenons par exemple Yitzhak Shamir, à la conférence de Madrid en 1991, il commence par dire les Juifs vivent dans ce pays depuis 4500 ans, ils ne partiront pas. C'est de l'histoire totalement fantasmatique. Ce que les archéologues, les historiens européens qui sont arrivés en Palestine à partir de 1850 pensaient que la Bible était un livre d'histoire. Ils ont cherché les preuves historiques de la Bible et au fur et à mesure, ils ont trouvé des preuves historiques du contraire. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Hébreux ne sont pas arrivés de Mésopotamie, tant pis pour Abraham, ils ne sont ni rentrés ni sortis d'Égypte, tant pis pour Moïse. Ils n'ont heureusement pas fait une conquête sanglante de Canaan, parce que le livre de Josué de la Bible est un livre qui est une apologie du nettoyage ethnique. Les Hébreux sont un peuple autochtone, mais surtout c'est un peuple autochtone qui vivait au milieu d'autres peuples. C'est-à-dire que la réalité de la Palestine antique, c'est que c'est une terre de mélange et que c'est qu'à quelques kilomètres d'écart, on n'avait pas les mêmes dieux, on ne parlait pas la même langue. Même le grand royaume unifié de Salomon et David n'a probablement pas d'existence historique. Quand j'étais élève de 6e, je devais faire le plan du temple de Salomon, mais le temple de Salomon et la reine de Saba, vous pouvez oublier, c'est pas de l'histoire. C'est dans le livre, ça mérite d'être respecté comme tout livre religieux, mais c'est pas de l'histoire. Donc c'est pas tout cet épisode glorieux d'un pays que les Juifs auraient eu, c'est de la légende. Si je saute 1000 ans, il y a une autre légende tenace qu'il faut un petit peu éliminer. En 70 après Jésus-Christ, là c'est de l'histoire, les troupes romaines prennent Jérusalem après une grande révolte juive, ils détruisent le temple et il se dit que des centaines de milliers de Juifs seraient partis en exil et dont nous serions les descendants. Vous voyez que j'ai pas le type proche-oriental et je suppose que la plupart de vos amis juifs n'ont pas non plus le type proche-oriental pour une raison simple. Les Juifs sont de façon écrasante des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Pour les Juifs du Maghreb, majoritairement des Berbères convertis au judaïsme. Pour les Juifs ashkénazes dont je suis, il y a des discussions, probablement une partie venant de l'Empire khazar, qui était un empire dont les souverains étaient turcs et la population slave, entre le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ, entre mer Caspienne et mer Noire, probablement aussi des Juifs allemands, donc descendants des Juifs romains, mais voilà, on est des descendants de convertis. Et qui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, ceux qui n'ont pas bougé, les Palestiniens. Alors bien sûr, il y a eu des apports dans la population palestinienne, il y a eu quelques Soudanais qui sont arrivés, quelques Tcherkesses, quelques Arméniens, mais globalement, les descendants des Judéens de l'Antiquité sont les Palestiniens, ils le savent. Et il y en a des tas d'indices et de preuves, une des plus grandes preuves étant la présence autour de Naplouse de la communauté des Samaritains, qui est une dissidence du judaïsme qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, au retour de Babylone, et eux sont des Palestiniens de religion juive, d'une hérésie juive, puisque
le judaïsme a connu pas mal d'hérésies. Et donc, cette population, qu'est-ce qu'il y a eu en Palestine depuis l'Antiquité? Il y a eu, à partir de la conquête arabe du 7e siècle, la population de la Palestine avait d'abord été majoritairement juive, puis majoritairement chrétienne après la destruction du temple par les Romains, puis majoritairement musulmane après la conquête arabe. Et pendant 1000 ans, il y aura en Palestine 80% de musulmans sunnites, 15% de chrétiens de différentes églises, 4 à 5% de juifs. Tout ce monde-là vivant en gros en bonne entente parce qu'ils avaient la conscience d'être les gardiens des lieux saints des 3 religions monothéistes. Donc la Palestine, c'est ça, et c'est pas l'histoire fantasmée qu'il y a eu aujourd'hui en Israël. Quand Shlomo Sand a écrit comment le peuple juif fut inventé, un obscur Daniel Horowitz a écrit comment le peuple palestinien fut inventé, en essayant d'expliquer que les Palestiniens, c'était un mélange d'Albanais, d'Algériens, de Tcherkesses, amenés là par les Ottomans. Non, les Palestiniens sont les descendants de cette population qui a toujours vécu là. Autre chose qu'il faut comprendre dans l'histoire, quel est le rôle de la religion. Cette guerre est une guerre coloniale, ce n'est pas une guerre communautaire, religieuse ou ethnique. Mais vous avez aujourd'hui, en Israël et hélas en France aussi, le portrait d'une religion odieuse, d'une religion où des religieux disent Dieu a donné cette terre au peuple juif et donc veulent exterminer ou chasser la population autochtone. Ils n'ont pas fini la phrase. La phrase dans la Bible, c'est Dieu a donné cette terre au peuple juif à condition qu'il se comporte bien. Mais on a la vision de ces religieux, de ces colons, totalement intolérants, totalement suprémacistes. Et donc la question, c'est est-ce que la religion juive, c'était ça, historiquement? Alors j'ai beau être athée depuis 2 générations, je suis quand même l'arrière-petit-fils du grand rabbin d'Odessa, mais la réponse est non. La religion juive, historiquement, est une religion messianique. C'est-à-dire que les Juifs ont été punis par Dieu pour s'être mal conduits. Ils sont en exil, galoute en hébreu, et tant que le Messie ne sera pas arrivé, Dieu ne pardonne pas et ils doivent accepter la punition. La punition, ça veut dire ils n'ont pas le droit de retourner en Terre Sainte. L'hébreu, qui est la langue religieuse, c'est à la synagogue. Il y a des langues juives qui peuvent être le judéo-arabe, le judéo-espagnol, le yiddish. L'an prochain, Jérusalem, ça veut dire nos pensées vont vers Jérusalem, ça veut pas dire je vais là-bas, j'y chasse les autochtones et au toit de la Chmimette et j'y fais un État. Le peuple élu, c'est celui qui a le plus de devoirs et pas celui qui a le plus de droits. Alors comment cette religion de l'exil est devenue une religion coloniale? C'est le colonialisme qui l'a transformée. Et ça commence à se passer à partir de 1920. Il faut comprendre que les religieux, au tout début de l'apparition du sionisme, sont farouchement anti-sionistes. Quand Theodor Herzl veut faire le congrès fondateur du sionisme, qui aura lieu en 1897, il veut faire le congrès à Munich, il y a une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre ce qu'ils appellent la folie sioniste, et le congrès aura lieu à Bâle. Donc, initialement, les religieux étaient contre le sionisme parce que, tout simplement, le Messie n'était pas arrivé. Entre les 2 guerres, la Palestine est sous mandat britannique, le grand rabbin de la Palestine mandataire, Avraham Kook, est le premier à faire la synthèse entre religion et sionisme, et à faire apparaître un courant sioniste religieux, mais qui restera très minoritaire. Ce courant ne participera pas à la Nakba, à l'expulsion des Palestiniens en 1948. Son seul but, c'était d'avoir le contrôle des naissances, des enterrements, des mariages et la gratuité des écoles religieuses. C'est la conquête de la Cisjordanie, de Gaza, du Golan et de Jérusalem en 1967 qui va rendre le sionisme religieux majoritaire. C'est le fait que les troupes israéliennes arrivent dans ce qui sont les lieux saints de la Bible et que des généraux parfaitement athées comme Moshe Dayan ou Yitzhak Rabin vont se prosterner au mur des lamentations. Et en quelques mois, le sionisme religieux devient majoritaire dans la religion juive en Israël,
un peu plus tard en France et dans pas mal de pays, mais pas aux États-Unis. Les Juifs des États-Unis ont une autre histoire et ils n'ont jamais adhéré majoritairement au sionisme. Autre idée qu'il faut enlever, vous savez que quand on tient les propos que je tiens, on est instantanément traité d'antisémite. Moi, on va me traiter de juif traître ayant la haine de soi. Et donc, il faut se pencher sur ce que c'est que l'antisémitisme. Je vous expliquerai que le mot est impropre. Alors, bien que je sois dans un lieu catholique, je vais quand même dire qu'au départ, ce qu'il y a, c'est l'antijudaïsme chrétien. C'est-à-dire que le judaïsme a été une religion prosélyte. Pendant toute la fin de l'Empire romain, de très nombreux Italiens, Égyptiens, Grecs, Gaulois, Berbères se convertissent au judaïsme. Probablement 15% de la population de l'Empire était de religion juive. Alexandrie était une ville en grande partie juive. Et quand les chrétiens prennent le pouvoir à partir du IVe siècle, ils vont édicter contre les juifs toute une série de mesures. Alors il y a des stéréotypes, ils veulent dominer le monde, ils commettent des crimes rituels, c'est un peuple déicide, accusation qui ne sera abolie qu'en 1965. Les chrétiens vont enfermer les juifs dans des quartiers qui s'appelleront Juderia en Espagne, ghetto en Europe, du nom d'un quartier de Venise. On va leur interdire la possession de la terre. Et puis, un certain nombre de métiers impopulaires vont être interdits aux chrétiens. L'usure, la banque, on va les donner aux juifs, ce qui va les rendre encore plus impopulaires, même si l'écrasante majorité des juifs n'étaient pas usuriers ni banquiers. C'était plutôt des artisans, des colporteurs, des commerçants. Et donc, dans le monde chrétien, dès le premier millénaire commencent les expulsions, en France, dans l'Espagne des Visigoths, et à partir du deuxième millénaire commencent les massacres. La première croisade, avant d'aller massacrer les infidèles musulmans en Terre Sainte, va se faire la main sur la communauté juive de la vallée du Rhin. Il y aura des très grands massacres en France, à Blois, Strasbourg, qui n'est pas la France à l'époque. Les grands moments terribles de l'antijudaïsme chrétien, c'est l'Espagne au XIVe et XVe siècle, et c'est l'Ukraine au XVIIe siècle. Le résultat de tout ça, c'est que les Juifs vont vivre en Europe une longue série de drames, et on peut se poser la question, et dans le monde musulman, qu'est-ce qui se passait ? Dans le monde musulman, les Juifs comme les chrétiens avaient le statut de dhimmi, de protégés, ils appartenaient à la religion du livre, et donc en gros, ils s'autogéraient, c'est un notable religieux qui gérait la communauté et qui servait d'intermédiaire avec le seigneur du coin. Il n'y a pas dans le monde musulman l'équivalent des expulsions, des pogroms ou des massacres que connaîtra l'Europe dans toute cette période. Il n'y en a pas avant l'arrivée du sionisme. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est le passage de l'antijudaïsme chrétien à l'antisémitisme racial. Alors les raisons sont nombreuses. Il y a le fait qu'en Europe de l'Ouest, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, les Juifs commencent à sortir du ghetto, donc ils deviennent la minorité invisible, avec tous les fantasmes que ça peut donner. Il y a le fait qu'en Europe de l'Est, les trois grands empires, l'empire austro-hongrois, l'empire russe et l'empire ottoman entrent en décadence. Dans l'empire russe, il y avait 60% des Juifs du monde entier. Et donc, dans tous ces empires-là, des nationalismes vont naître, et tous ces nationalismes vont prôner l'État ethniquement pur, et donc vont être antisémites, puisqu'il y a des Juifs un peu partout. Et puis, il y a le rôle détestable des intellectuels, comme en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des intellectuels qui vont... C'est l'époque où l'Europe domine le monde, il n'est pas question de partager les richesses, et ces intellectuels vont inventer la notion de race supérieure et de race inférieure. Les races inférieures seront les Noirs, les Arabes et les Indiens dans le monde dominé, et ce seront les Juifs et les Tziganes en Europe. Et donc il y a hégémonie de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Je dis tout de suite, le mot antisémite est impropre, parce que il y a des langues sémitiques dans l'Antiquité, l'araméen, l'arabe, l'hébreu sont des langues sémitiques. Il y a eu des peuples sémitiques dans l'Antiquité, mais les Juifs ne sont pas des sémites, puisque ce sont des descendants de convertis. Et quand mes amis arabes me disent
comment on peut me traiter d'antisémite puisque je suis sémite moi-même. Je leur dis, vous savez, les Berbères ne sont pas des sémites, les Égyptiens ne sont pas des sémites. Le mot Palestine vient des Philistins qui étaient un peuple de la mer. Et donc, ce mot est impropre, mais il s'est imposé. Donc, on utilisera le mot antisémite, même si c'est quelque part le mot de l'ennemi. Alors, je vais arriver à la fondation du sionisme parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas cette idée-là. On est à la fin du 19e siècle. Dans le monde juif, il y a en Occident des juifs qui ont commencé à conquérir des droits, mais qui subissent quand même les discriminations et qui luttent pour l'égalité des droits et qui sont assimilationnistes. Un grand exemple de ce qu'étaient les juifs de l'Europe de l'Ouest, c'est le capitaine Dreyfus, quoi. Ils s'en prennent plein la gueule, mais ils veulent l'égalité des droits. Vous avez les religieux qui sont assez nombreux, surtout en Europe de l'Est. Eux, ils sont toujours dans un autre monde. Ils sont enfermés dans les yeshivot, les écoles religieuses. Ils attendent le Messie, ils étudient la Torah, ils commentent le Talmud, et ils ont la notion classique du judaïsme, c'est-à-dire un judaïsme qui n'a pas de territoire. Le judaïsme, on étudie la Torah, on commente le Talmud n'importe où. Le judaïsme n'est pas lié à un territoire. Et puis vous avez ce qui se passe dans l'Empire russe à partir de 1881. Le tsar déclenche une politique de pogrom, de massacre contre les juifs pour endiguer la montée du mouvement révolutionnaire. Le résultat de ces pogroms, je signale que mes deux grands-mères sont des survivantes du pogrom de Kishinev, qui a été un des plus emblématiques en 1903. Et le résultat de ces pogroms, c'est l'émigration de plusieurs millions de juifs russes vers l'ouest, vers les États-Unis et un peu vers l'Europe occidentale, vers l'Argentine aussi. Et c'est une grande perte de religion, parce que, comme les rabbins disent, on est puni par Dieu, donc on doit accepter la punition. Beaucoup de jeunes juifs vont refuser ça, et on va trouver des juifs dans tous les partis progressistes ou révolutionnaires. Il y avait des juifs en nombre chez les bolcheviks, les mencheviks, les anarchistes, les socialistes révolutionnaires. Il y aura même un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui avait une position antisioniste très originale, qui est l'autonomie culturelle sur place, c'est-à-dire l'entièreté des droits politiques, économiques et culturels sans territoire. Quelque chose qui, à mon avis, pourrait très bien s'appliquer aujourd'hui en France à toutes les minorités qui subissent le racisme d'État. Et c'est donc dans cette situation-là que va naître le sionisme. Alors le Bund appelait les sionistes le parti de la bourgeoisie, parce que c'est clairement, il est né dans la bourgeoisie juive austro-hongroise, dont Herzl était un représentant. Si je dois définir le sionisme, je dirais avant tout, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire, c'est une théorie qui, il y a 130 ans, a dit « Juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif que nous allons construire. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas cette idée-là. » Le sionisme, au départ, c'est la négation de toute possibilité de vivre ensemble, et l'État juif qu'ils vont construire dès le début est un État de ségrégation, c'est-à-dire c'est un État qui nie l'existence, les droits du peuple autochtone. Le sionisme est un colonialisme, mais c'est pas la réplique du colonialisme français ou britannique. C'est pas un colonialisme qui veut faire suer le burnou, pour reprendre l'expression des colonialistes français. C'est un colonialisme de remplacement. C'est-à-dire que dès le début, son but, c'est expulser le peuple autochtone et le remplacer. Et avant de l'expulser, on va nier son existence. Israël Zangwill, qui était un des premiers sionistes, qui a rompu après avec Herzl, avait dit qu'il fallait pour les Juifs une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et au 4e ou 5e congrès sioniste, ils vont déclarer que la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc à nier l'existence même du peuple palestinien autochtone. C'est à ce moment-là que le sionisme va créer pour les Juifs une identité territoriale. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune identité territoriale chez les Juifs. Donc aujourd'hui, quand on vous dit que naturellement un Juif doit être attaché à Israël, c'est une création du sionisme,
ça n'a jamais existé dans l'histoire. Pour les juifs laïcs, on se battait pour l'égalité des droits sur place, et pour les juifs religieux, on n'avait pas le droit de retourner là-bas avant l'arrivée du Messie. Le sionisme est un nationalisme, mais c'est un nationalisme particulier. C'est un nationalisme qui a créé le peuple, la langue et la terre. Alors le peuple juif, c'est une notion religieuse. Le peuple juif a été puni par Dieu. Mais si on entend par peuple une unité de territoire, de langue, de coutume, dire qu'un juif lituanien et un juif yéménite, c'est le même peuple, ça ne tient pas. Ils ont inventé la langue, l'hébreu c'était à la synagogue, mais il y avait des langues juives, et ils inventaient la terre, puisque pour les juifs laïcs c'était sur place qu'on se battait, et pour les juifs religieux, tant que le Messie n'était pas arrivé, on ne bougeait pas. Le sionisme a-t-il lutté contre l'antisémitisme? C'est une réaction à l'antisémitisme, mais c'est la pire. Dans mon livre, je prends un exemple. Imaginez les Roms. Il n'y a pas plus discriminé en Europe aujourd'hui que les Roms, qui subissent toute une série de stéréotypes racistes et de répression. Imaginez qu'il y ait des intellectuels roms qui fassent un congrès en disant la seule solution à ce qu'on subit, c'est de créer un État rome. Qu'ils veuillent créer l'État rome en Roumanie ou en Inde, c'est la guerre. Donc cette idée que la solution à une persécution, c'est la création d'un État, est au départ une idée meurtrière. Parce que de toute façon, il n'y a aucune région du monde qui soit vide, et qu'évidemment, créer un État séparé, un État qui ne vit pas avec les autres, c'est forcément une conquête coloniale. Mais c'est un peu pire que ça dans l'attitude des sionistes vis-à-vis des antisémites. Vous savez aujourd'hui qu'automatiquement, si vous critiquez Israël, vous êtes accusé d'antisémitisme. Théodore Herzl sera l'ami de tous les antisémites de son époque. Il sera l'ami d'Édouard Drumont, le chef des anti-Dreyfusards, celui qui va écrire tous les pamphlets contre le capitaine Dreyfus dans son torchon La France juive et la libre parole. Drumont avait lu l'ouvrage d'Herzl, et il dit de l'état des Juifs, et il dira « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». Herzl sera l'ami de l'empereur allemand Guillaume II, qui l'avait accompagné dans un voyage à Jérusalem, et Guillaume II griffonnera son ministre de l'Intérieur « Ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs ». Herzl visitera l'organisateur des pogroms de Russie, le ministre Vyacheslav Plevé, et les deux hommes tomberont d'accord sur l'idée que les Juifs russes peuvent quitter la Russie. Plevé ira intercéder auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et les plus grands amis antisémites des sionistes, parce que ceux-là sont d'une actualité brûlante, ce sont les chrétiens sionistes. Alors ces chrétiens évangélistes, leur existence remonte au XVIIe siècle. Dans l'Angleterre protestante, naît la théorie que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte pour favoriser le retour du Christ. Il faut qu'ils chassent le mal, Armageddon, qui est très nettement identifié aux Arabes, puis il faut qu'ils se convertissent à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Ces chrétiens sionistes sont fortement antisémites. Ils sont aujourd'hui une centaine de millions aux États-Unis. Ils ont une puissance financière et économique qui leur permet de faire élire ou de faire battre qui ils veulent. Trump est évidemment leur homme, non pas qu'il soit religieux, mais pour les chrétiens sionistes, il est guidé par la main de Dieu. Et il faut quand même savoir que l'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie a été financé par les chrétiens sionistes. Les grandes colonies qui balafrent la Cisjordanie, Gush Etzion, Malé Adoumi, Mariel, ça a été financé par des antisémites qui sont les chrétiens sionistes. Pourquoi j'ai parlé des chrétiens sionistes à ce moment-là? Parce que Arthur Balfour était chrétien sioniste. Balfour, en 1905, est Premier ministre de l'Empire britannique. Il édicte des lois contre les Juifs qui viennent semer la révolution à Londres. Et 12 ans après, en 1917, il envoie une belle lettre au trésorier de la Fédération sioniste britannique en leur promettant un territoire qu'ils sont en train de conquérir, la Palestine. Il n'y a pas de différence entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Pour les antisémites, c'est Hannah Arendt qui utilise ces expressions. Les
les Juifs étaient considérés comme des parias asiatiques inassimilables en Europe, et en émigrant là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. C'est cette traversée que le sionisme a faite. Donc vous devez avoir dans la tête les deux traversées qui font que le sionisme est quelque part l'antithèse de ce qu'a été le judaïsme. C'est l'invention du territoire et c'est la transformation du paria en colon. Si vous n'avez pas ces deux idées en tête, vous ne comprenez pas comment on a abouti à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, on dit souvent l'État d'Israël, c'est une réparation du génocide nazi. Alors, il est sûr que le génocide nazi a fait que, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un rapport de force international favorable à la création d'un État juif. Mais c'est quelque part horrible. Ça veut dire que l'Europe, qui était totalement responsable de plusieurs siècles de persécution des Juifs qui avaient abouti à la destruction des 2/3 des Juifs européens, on a fait payer ça à un peuple qui n'avait pas le début d'une responsabilité et qui est le peuple palestinien. C'est une infamie totale. On n'a pas construit l'État juif en Bavière ni en Silésie, on l'a construit en Palestine. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les institutions sionistes qui ont expulsé le peuple palestinien de son pays ont été créées 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. Donc elles n'ont rien à voir avec le génocide nazi. La Banque coloniale juive, elle est créée en 1898. C'est celle qui achète des terres à des féodaux absents pour expulser les paysans. Le KKL, Keren Kayemet l'Israël, le Front national juif, il est créé en 1901. C'est celui qui judaïse la terre, c'est l'article numéro 1 de ses statuts. C'est celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens. Et il est considéré en France comme une association écologiste. Donc si vous lui donnez des ronds, c'est déductible d'impôts. Il faut savoir quand même que le KKL, en 1948, quand les troupes sionistes ont expulsé 800 000 Palestiniens, c'est au KKL qu'elles vont donner les terres pour qu'ils judaïsent la terre en les donnant aux nouveaux immigrants. Mais comme on peut supposer que je suis dans une assemblée avec beaucoup de gens qui se réclament de la gauche, vous devez comprendre qu'il était impossible de conquérir la Palestine avec un colonialisme individuel. Il fallait un colonialisme collectif, et ceux qui l'ont fourni, c'est les sociodémocrates. En 1920, ils deviennent hégémoniques dans le mouvement sioniste, et ils vont créer la Histadrout, le syndicat des travailleurs juifs, dont l'article numéro 1 des statuts, c'est la défense du travail juif. Vous imaginez si la CGT solidaire ou la FSU avait comme article numéro 1 la défense du travail français, ça ne se sentirait pas très bon. Dès 1921, ils déclenchent une grève, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. Et c'est la Histadrout qui va créer toutes les institutions qui font que des années avant la création officielle de l'État d'Israël, il y aura de fait un État juif qui existera sous mandat britannique. C'est eux qui créent la compagnie Mekorot des eaux, celle qui vole l'eau des Palestiniens en Cisjordanie, qui créent la compagnie Tzim de navigation, celle qui exporte les produits des colonies, qui commercialise les armes. Ils fondent la compagnie Eged des bus. Ils fondent la compagnie Solel Bonnet des travaux publics, celle qui a construit les colonies. Ils fondent la banque Leumi et la banque Hapoalim, les deux plus grandes banques israéliennes. Ils fondent des caisses d'assurance et les caisses de retraite. Ils doivent des centaines de millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont travaillé en Israël avant 1987, la première intifada, et qui n'ont jamais vu la couleur de ce qu'ils avaient cotisé. Ils fondent l'agence juive, celle qui installe les nouveaux colons, et de façon emblématique, Ben Gurion sera le premier secrétaire de la Histadrout, avant d'être le premier dirigeant de l'agence juive. Et ils fondent la Haganah, l'ancêtre de Tzahal, cette fameuse armée génocidaire, qui, avec l'appui des Britanniques, va appuyer l'armée britannique lors de la grande révolte palestinienne de 1936, et la Haganah aura 21 000 hommes en armes en 1939. Donc, il faut que vous compreniez que, de fait, bien avant la création de l'État d'Israël, il y avait un État juif. J'ajouterai qu'aujourd'hui, la Histadrout appartient à la CSI,
confédération syndicale internationale, à laquelle appartiennent également la CGT, la CFDT et FO. Donc s'il y a des syndicalistes dans cette salle, vous savez le boulot qu'il vous reste à faire. Et le secrétaire général de la Histadrout, Arnon Ben David, s'est fait photographier il y a à peu près 1 an en train d'écrire sur un obus de la société Elbit, qui est la grande société d'armement israélienne, avec le soutien des travailleurs israéliens. Donc voilà, la gauche, ça peut exister, mais une gauche coloniale, il n'y a pas qu'en Palestine que ça s'est connu. On a connu ça en France aussi, mais c'est la gauche qui a construit l'État d'Israël. C'est pas l'extrême droite, c'est pas les religieux. Ben Gurion, on lui prête cette phrase Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif. Et Ben Gurion, c'est cette gauche-là qui va réaliser la Nakba. Alors, à la fin de 1948, Ben Gurion déclarera « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Autrement dit, l'État d'Israël est né sur le déni. Il déclarera aussi « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». Et cette gauche, fin 1948, l'ONU, dont les responsabilités étaient énormes, parce que le vote de la partition était une erreur absolue. Imaginez la partition de la France, ça n'a eu lieu qu'avec Vichy. Donc l'ONU fait une deuxième forfaiture. Ben Gurion déclare que la résolution 194, qui prévoit le retour des réfugiés palestiniens, ne sera pas mise dans les faits. Les terres et les maisons des 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés sont confisquées et sont données au KKL qui va les donner à de nouveaux immigrants. Et les villages palestiniens et les villes palestiniennes sont rasés, plus de 500 villages. Les noms des rivières et des villes sont changés. Ascalon devient Ashkelon, Bersabé devient Beersheba. Les rivières changent de nom. Et malgré ça, quelques mois après, Israël est admis à l'ONU avec la mention que c'est un État peace lover, qui aime la paix. Donc l'ONU porte quand même une responsabilité assez tragique dans cette période. Je continue sur la gauche sioniste. C'est elle qui est au pouvoir en 1956 et avec Moshe Dayan qui attaque l'Égypte de Nasser avec la complicité des impérialistes français et britanniques. Nasser avait eu l'autoprudence de nationaliser le canal de Suez, et c'est la gauche sioniste qui, en 1967, attaque les pays voisins, occupe la Cisjordanie, Jérusalem, le Golan, le Sinaï, Gaza, et ne rend pas évidemment ces territoires, et c'est la gauche sioniste qui va entamer la colonisation. Alors bien sûr, la colonisation n'avait pas grand-chose à voir à l'époque, il y a quelques colonies qui sont créées dans la vieille ville de Jérusalem, autour du mur de la Lamentation, dans la vallée du Jourdain, à Beit Omar, mais c'est quand même la gauche sioniste qui a initié ce mouvement d'entrée. Il était exclu pour elle comme pour les autres de rendre ces territoires. Je vais maintenant parler de la droite, celle qui est au pouvoir, celle de Netanyahou. D'abord, c'est impropre de parler d'une droite. Quand on parle d'une droite, en général, on parle d'une droite monarchiste, conservatrice, libérale, nationaliste. Non, la droite israélienne, elle est dans sa fondation une droite fasciste. Elle est créée en 1920 par un juif d'Odessa, Vladimir Jabotinsky, qui sera d'entrée un admirateur de Mussolini et un admirateur du fascisme italien. La radio des révisionnistes était à Civitavecchia, en Italie. Jabotinsky, d'entrée, est fasciné par la violence. Il a exercé une violence un peu contre les Britanniques et beaucoup contre la gauche et beaucoup contre les Palestiniens. Il fonde un mouvement, le Bétar, armé, qui existe toujours aujourd'hui, qui, pour les gens de ma génération, sera l'allié de l'extrême droite Occident ou Ordre Nouveau en 1968 en France. Mais le Bétar s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Le président du CRIF, maintenant c'est Yonatan Arfi, mais celui qui l'a précédé, François Khalifa, est un ancien du Bétar. Donc les gens qui vous traitent d'antisémites, ils ont appartenu à une association
qui s'entraînaient en Italie fasciste à la fin des années 30. Alors pire que ça, les Britanniques ont réprimé avec une très grande violence la grande révolte palestinienne de 1936, avec la complicité des milices sionistes, mais comme la guerre arrive en Europe, en 1939, ils décident d'arrêter l'immigration juive parce qu'ils ont peur que le monde arabe leur échappe. À ce moment-là, la plupart des groupes sionistes déclarent la guerre à la Grande-Bretagne, mais vont très vite l'arrêter dès que Hitler envahit l'Europe occidentale, et la France notamment. Il y a une scission, il y a à ce moment-là le principal groupe des révisionnistes, c'est l'Irgun, dont le chef emblématique est Menachem Begin, qui sera pendant une dizaine d'années Premier ministre d'Israël. Et il y a une scission dans l'Irgun et apparaît un mouvement qui s'appelle le Lehi, ou groupe Stern. Ce groupe va assassiner des soldats anglais pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Il va faire des offres de service au consulat allemand de Beyrouth qui n'auront pas de suite. Et donc, celui qui dirige le groupe Stern après la mort de Stern, qui est tué par les Anglais, c'est Yitzhak Shamir, qui sera pendant 7 ans Premier ministre d'Israël. Donc Israël a été dirigé pendant 7 ans par quelqu'un qui n'était pas seulement un fasciste, qui était un collabo, parce que comme fils de déporté, pour moi, tuer des soldats anglais en 42, 43, 44, c'est un acte de collaboration. Le groupe Stern assassinera Lord Moyne, qui était le haut représentant britannique au Caire en 1944. En plus, Lord Moyne avait eu l'outrecuidance pour eux de déclarer que les Juifs d'aujourd'hui n'étaient pas des descendants des Hébreux de l'Antiquité, ils n'avaient aucun droit sur cette terre. Donc là, il a signé son arrêt de mort en disant ça. Le groupe Stern assassinera après la guerre le comte Bernadotte, qui était l'envoyé de l'ONU, et son adjoint, le colonel Serrault. Bernadotte et Serrault avaient sauvé des milliers de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'histoire de la droite sioniste. Et pourtant, en 1949, quand il y a les premières élections en Israël, cette droite est réduite à pas grand-chose. C'est la pseudo-gauche sioniste qui est au pouvoir, et cette droite prend le pouvoir 30 ans après, en 1977. Alors là, toute comparaison avec la France n'est pas fortuite, mais quand vous avez une gauche qui fait le sale boulot, par exemple en France, qui détruit le droit du travail ou qui nasse les manifestations, en Israël, qui a fait la Nakba, qui a fait la conquête de 67 et le début de la colonisation, au bout d'un moment, cette gauche, son rôle historique est terminé, et elle cède la place à l'extrême droite. Comme disait Jean-Marie Le Pen, les électeurs ont préféré l'original à la copie. Et donc en 77, cette droite, elle prend le pouvoir, mais ce qui est dramatique, c'est que, et ça aussi, ça concerne la France, comment une extrême droite prend le pouvoir dans un pays? Il suffit qu'elle ait conquis idéologiquement les principales choses importantes dans ce pays. En Israël, l'extrême droite, elle a conquis les religieux. Les religieux n'étaient pas sionistes et ils le deviennent après la conquête de 67. Elle a conquis les colons, qui étaient quelques milliers après 67, qui sont 900 000 aujourd'hui. Et même les colons banlieusards votent à l'extrême droite. Elle a conquis les séfarades et les misrahim, les juifs venus du monde arabe, qui ont subi un racisme incroyable en Israël. Mais Israël n'est pas le seul pays où les pauvres et les discriminés votent à l'extrême droite. Je ne sais pas dans le Pas-de-Calais on va dire que je me trompe. Elle a conquis les Russes, qui eux étaient plutôt des laïcs, mais on leur a donné des postes dans les colonies. Et elle a conquis l'armée, qui au début est une armée de généraux laïcs, mais assassins quand même. Les rabbins, les Yigal Allon, les Moshe Dayan, et qui ont été remplacés par des psychopathes religieux d'extrême droite aujourd'hui. Mais c'est Ariel Sharon qui va faire le changement, et Sharon vient de la gauche, et il est passé à l'extrême droite. Donc voilà, on a aujourd'hui une extrême droite qui est hégémonique. Les contradictions que vous voyez en Israël sont principalement des contradictions internes à l'extrême droite. C'est-à-dire cette extrême droite est traversée par les affrontements entre laïcs et religieux, entre Ashkénazes et séfarades, entre colons et juifs européanisés, entre Russes et tous les autres, mais tous sont d'accord contre les Palestiniens. Je vais parler un tout petit peu d'Oslo, parce qu'après le rouleau compresseur colonial
n'aura plus de limite. Oslo, et en m'excusant par avance à ceux qui y croient dans cette salle, a été une gigantesque supercherie. J'ai eu la chance de rencontrer des négociateurs palestiniens de Madrid qui a précédé Oslo, puis d'Oslo. On a discuté des prisonniers, on n'a rien signé. On a discuté de l'État palestinien, on n'a rien signé. On a discuté de l'arrêt de la colonisation et du démantèlement des colonies, on n'a rien signé. On a discuté de ce qui est la question numéro 1 des Palestiniens, le retour des réfugiés, on n'a rien signé. Et la seule chose qui a été signée, c'est la coopération sécuritaire, c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Pour ceux qui sont allés en Cisjordanie, vous avez peut-être comme moi souvent entendu vous avez eu votre Pétain, nous avons le nôtre, ou nous aurions aimé avoir un seul ennemi et pas deux. Le fait que l'autorité palestinienne soit une autorité de collaboration, c'était dans les accords d'Oslo. Elle n'avait pas d'autre choix possible. Les accords d'Oslo ne ressemblaient ni de près ni de loin à un quelconque État palestinien. Il n'a jamais été question pour les Israéliens de rendre les colonies, d'expulser les colons, jamais. Il a été encore moins question que les réfugiés rentrent chez eux. Et donc, Oslo, en plus, ça a été une super affaire pour l'État d'Israël. Jusqu'à Oslo, c'est lui qui payait les fonctionnaires palestiniens. Après Oslo, c'est l'Europe qui paie l'autorité palestinienne. Donc, l'État d'Israël n'était que bénéficiaire dans cette solution. Entre la signature des accords d'Oslo et l'assassinat de Rabin, il se passe 26 mois et Rabin installe 60 000 nouveaux colons. De quelle paix s'agissait-il ? Il faut rappeler quand même que Rabin, c'était l'homme qui avait réprimé la première intifada en disant « brisez-leur tous les os et le dos », quand même 1000 morts, et c'est lui qui avait déclaré qu'il n'avait qu'un seul souhait, c'était que Gaza soit englouti par la mer. Donc voilà, c'était dans l'idée fausse que des gens ont eu que c'était un pas vers une paix, vers une reconnaissance. Non, c'était la domestication du peuple colonisé et son acceptation d'une domestication, mais c'était rien d'autre. Il y avait à peu près 100 000 colons, 120 000 au moment de la signature des accords d'Oslo, il y en a 900 000 aujourd'hui. Et depuis Oslo, c'est un rouleau compresseur colonial avec les puissances occidentales qui sans arrêt ont exigé que les Palestiniens capitulent. Je donne un exemple de ça, c'est les toutes dernières négociations, 2002, c'est Charles Anderlin qui raconte ça dans Le Rêve brisé. C'est la dernière fois qu'Israël a un premier ministre travailliste, Ehud Barak. Barak qui avait déclaré qu'Israël c'était une villa dans la jungle. Ça situe à peu près la notion coloniale de ces gens-là. Et à ces négociations-là, Barak et Clinton disent à Arafat on va créer un État palestinien, la capitale ne sera pas Jérusalem, ce sera Abu Dis, bon c'est pas loin, les réfugiés on va en prendre 15 000, quand même 6 millions, hein. Les prisonniers on verra au compte-gouttes en fonction de leur conduite comment on les libère, et les colonies, bon on va peut-être en démanteler 2-3, mais le reste vous comprenez bien que c'est à nous. Donc Arafat dit qu'il ne signe pas, Clinton le prend au collet en lui disant tu signes ou tu es un homme mort et tout te font porter la responsabilité de l'échec. Il lui est arrivé les deux. Et Barak, le lendemain à la télé, déclare nous avons fait des offres généreuses aux Palestiniens qu'ils ont refusées, nous n'avons plus de partenaires pour la paix. Et le basculement définitif de l'opinion israélienne en très grande majorité vers la guerre à outrance et la disparition des Palestiniens, c'est un cadeau de Barak. Et ils sont revenus donc, de façon extrêmement majoritaire à ce qu'avait été la vision sioniste du début des années 1900, c'est-à-dire que les Palestiniens subissent ce que les Amérindiens avaient subi en Amérique du Nord ou ce que les aborigènes avaient subi en Australie, l'enfermement, l'expulsion ou la mort. Alors pour terminer, je vais parler un peu de Gaza. C'est le deuxième livre qu'on présente ici, Gaza, mort d'espoir. Il est écrit par 6 personnes. Il y a 3 membres de l'UJFP, il y a 2 autres solidaires, dont un franco-palestinien.
et l'essentiel des textes est écrit par le 6e auteur, Moutassem Enewa, ou Abou Amir, qui est le représentant du JFP à Gaza. Alors avant de vous dire comment on en est arrivé là, je vais essayer de rendre sa dignité à Gaza, qui est une communauté humaine incroyablement calomniée. D'abord, Gaza, c'est 80% de réfugiés qui sont venus de tout le sud de ce qu'est aujourd'hui Israël. C'est 73% de la population qui a la carte de l'UNRWA. L'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés, qui devait durer quelques mois, qui dure depuis 77 ans, assure pour les réfugiés l'éducation, la santé et l'alimentation. Donc vous supprimez l'UNRWA, il n'y a plus de peuple palestinien. Gaza, c'est une population incroyablement pluraliste. Vous entrez dans un taxi collectif, c'est vive le Hamas. Ah non, abat le Hamas, ce sont des corrompus. Nous avons, en tant qu'Union juive française pour la paix, lors d'un voyage en 2016, rencontré les dirigeants de tous les partis politiques de Gaza. Donc le Hamas, la direction politique, le président du Parlement et un autre député, le djihad islamique, ce qui est beaucoup plus rare à rencontrer, le Fatah, qui existe légalement à Gaza, le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, qui est le plus grand parti de gauche, d'autres partis de gauche comme le PPP, le Parti communiste, l'Union démocratique palestinienne, l'Initiative palestinienne, etc. Tout le monde nous a répondu nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. Ils étaient super ravis de nous rencontrer, surtout le djihad islamique, qui ne voulait pas qu'on parte tellement ils étaient contents. Gaza, c'est comme toute la Palestine, une population incroyablement éduquée. La première fois que je viens à Gaza, je traverse le désert du Sinaï, et là on voit l'attitude des Égyptiens vis-à-vis de la marche. Mais déjà à l'époque, dans le désert du Sinaï, j'aurais 7 checkpoints à l'aller, 10 au retour, et une armée d'illettrés qui tire sur les véhicules en l'air, et qui, quand ils vous contrôlent, vous renversent le sac sur le sable et ne parlent pas un mot d'anglais. À Gaza, c'est pas ça. À Gaza, il y a 1% d'illettrisme en tout et pour tout. L'école est gratuite, en gros, du cours préparatoire au bac. C'est soit l'école de l'UNRWA, soit l'école du gouvernement. Et avant le cours préparatoire, tout ce qui est le préscolaire est assuré par une multitude d'associations de quartier, d'associations de femmes. Pendant l'école, il y a le périscolaire, comment on occupe les enfants, parce que souvent l'école, c'est le matin, certains cours pour les uns, et puis l'après-midi pour les autres, par manque de locaux. Mais le périscolaire est très bien assuré. Gaza vit avec un nombre incroyable d'associations, petites et grandes. Les petites associations, c'est des associations de quartier, c'est des associations de paysans, de bédouins, de femmes. C'est une société patriarcale, mais je peux vous garantir que les femmes se battent. Si vous avez vu le film Yalla Gaza et tout, on voit un assez grand nombre d'associations de femmes qui se battent pour leurs droits, et souvent avec succès. Les grosses associations, c'est le Centre palestinien des droits de l'homme, c'est le syndicat des travailleurs agricoles, c'est le parc qui redistribue la production des paysans pauvres pour la population pauvre. Et je vous donne un exemple un peu de ce qu'est la société civile à Gaza. On est reçu à l'hôpital Al-Shifa, qui a été complètement détruit par l'armée israélienne, avec des centaines de morts, malades et soignants. Quand on y est, donc on est en 2016, il y a 5000 soignants, il y a 20 000 malades, il y a une situation où tout le monde est stressé, et il y a une seule psychologue salariée dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa page Facebook, elle dit je veux des psychologues diplômés qui acceptent de travailler gratuitement à l'hôpital Al-Shifa. Elle a 100 réponses, elle ne peut pas prendre 100 personnes. Elle leur fait passer un examen écrit et oral. Elle prend les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes, ce qui dit aussi beaucoup de choses sur la société de Gaza. Et donc on rencontre ces volontaires qui ont des superbes uniformes, qui se sont confectionnés eux-mêmes, qui paient tous les jours le taxi collectif pour venir bosser. Et je leur dis, pourquoi vous faites ça? Et une jeune femme, 35 ans peut-être, mère de famille, elle dit, on a fait 5 ans d'études, on a une haute qualification. 1, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. Et 2, un jour le blocus s'arrêtera. On a
de l'expérience et on aura du travail. Et Gaza, c'est ça. C'est une population qui essaie coûte que coûte de produire, de s'entraider. Ce qui était productif à Gaza, c'est principalement ce qui restait de l'agriculture sur 20% du territoire. Mais Gaza arrivait quand même à l'autosuffisance en légumes et en poulet. Et c'était la pêche, une activité qui durait depuis l'Antiquité et aujourd'hui qui est totalement détruite. Il n'y a pas un seul bateau qui fonctionne à Gaza. Et déjà, quand on y était, les pêcheurs étaient sans arrêt arrêtés en mer, les bateaux confisqués ou détruits, et la population des pêcheurs était déjà sinistrée. Gaza, c'est pas une dictature où les gens ont peur, les gens s'expriment sans aucun problème. Je vous ai dit, c'est une population pluraliste. Dans une même famille, vous trouvez des gens de différents partis politiques. C'est comment dire, une société qui croyait en l'avenir, qui malgré une situation extrêmement difficile, croyait en l'avenir. Une des preuves de ça, c'est l'université. Il y avait, quand on y était, 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année, et ces diplômés n'avaient pas de travail la plupart du temps à la sortie, et ils mettaient leur savoir pour que la société ne s'écroule pas. Comme ancien prof de maths, je suis allé à l'université de maths, garantis que les programmes étaient totalement semblables aux programmes qu'il y avait en France. Alors, le vote. En 2006, il y a un vote chez les Palestiniens qui a été totalement transparent. Le vote a été le même en Cisjordanie et à Gaza, à peu près la même chose. 39% pour le Hamas, 33% pour le Fatah, et le reste entre plein de petits partis de gauche. Donc là encore, toute ressemblance avec la France est fortuite. Mais la moitié du vote du Hamas, c'était un vote d'adhésion, mais l'autre moitié était un vote sanction. Vote sanction sur deux choses, les accords d'Oslo et la corruption. Et il ne fait pas de doute que si la gauche avait été unie, c'est elle qui aurait bénéficié du vote sanction. J'ai rencontré des chrétiens ou des communistes qui ont voté Hamas. Le Hamas, c'est pas des monstres, Si on me demande ce que j'en pense, je répondrai comme Georges Abdallah. Je viens d'apprendre qu'il n'est pas libéré, que c'est encore remis au lycée de Juillet. Georges Abdallah, quand on m'interrogeait là-dessus, je l'ai rencontré 9 fois. Quand on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez du Hamas, il a répondu « Ce sont des résistants, c'est vraiment dommage que ce ne soient pas des communistes. » Je pense la même chose. Donc les Palestiniens, les Gazaouis sont coupables d'avoir mal voté. Qu'est-ce que je peux dire du 7 octobre ? D'abord, quand la presse aux ordres en France qualifie ça de pogrom, c'est une injure à notre mémoire. Moi, je sais ce que c'est qu'un pogrom. Ma grand-mère paternelle m'a raconté le pogrom de Kishinev, caché dans la cave pendant 45 jours. Mais le 7 octobre, c'est pas les Juifs qui ont été attaqués, c'est l'occupant. Quand on comprend pas ça, on n'a rien compris. De même, quand on parle des kibboutz de gauche, nous, on a été sur la fameuse barrière à Gaza, où il y a une barrière hautement électrifiée, avec tous les 250 mètres des tours tueuses, un mélange de Moyen-Âge et de science-fiction. Ça fait 20 mètres de haut, il n'y a personne dedans, il y a un champignon en haut, c'est téléguidé, et de temps en temps, le champignon s'ouvre et tire sur des paysans qui sont venus cultiver jusqu'à la barrière, parce que c'est là que les terres sont les meilleures, ou des journaliers qui ramassent la ferraille, parce que tout se recycle à Gaza. Et de l'autre côté de cette fameuse barrière, qui a été pulvérisée le 7 octobre, il y a ces fameux kibboutz de gauche, qui ont juste, à Gaza, il faut creuser à 150 mètres de profondeur pour trouver de l'eau qui est presque partout salée. À Houza, là où on a travaillé avec les paysans, elle est admissible pour l'agriculture, mais en face, ils ont la piscine, l'arrosage automatique et les pousses. C'est une gauche légèrement coloniale. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Si je dois comparer le 7 octobre à quelque chose, comme on est en France, je le comparerai au 1er novembre 1954 en Algérie. Après 124 ans d'un colonialisme particulièrement féroce, qui avait tué un tiers de la population pendant les 40 premières années, eh ben, quand ils se sont révoltés, ils ont tué des professeurs, des instituteurs, des médecins, des pharmaciens. Voilà, quand on a une situation... Gaza était sous blocus depuis 17 ans.
2 300 000 personnes retirées du monde, bouclées par terre, par mer et par air, bombardées régulièrement. Alors on va me dire pourquoi ils n'ont pas protesté pacifiquement, mais ils l'ont fait. Il y a eu les fameuses marches du retour, 2018-2019, bilan à Gaza, 350 morts, 10 000 gens visés, une génération entière d'estropiés. Donc voilà, si on oublie tout ça, on va dire des conneries. Je terminerai sur le 7 octobre en donnant les mots de Michel Warshawski, un anticolonialiste israélien, qui a dit « c'est une cocotte minute qui a explosé ». Ben voilà, c'est une cocotte minute qui a explosé. Alors comment en sortir ? D'abord, que nous disent les Palestiniens ? Ils disent l'issue de cette guerre dépend de 2 choses. Notre capacité à nous de continuer de faire société et votre capacité à vous d'obliger vos gouvernements complices à sanctionner l'occupant. Alors sur la capacité des Palestiniens, nous on a une expérience qui date de 2016. Lors de notre voyage de 2016, le Mokhtar, le chef traditionnel des paysans de Rouza, il va perdre sa récolte parce qu'il a besoin d'eau pour sauver les melons. Et pour avoir de l'eau, il faut de l'électricité. Or, l'électricité, il y en a 4 à 6 heures par jour. Et donc, il va perdre sa récolte. Et donc, il nous dit, si la solidarité a un sens, faites quelque chose. Nous, on n'y connaissait rien. On a lancé une collecte, on a été étonnés par l'argent qu'on a reçu. On a eu un mal fou à l'envoyer, on ne savait pas comment faire. Et en 3 semaines, un château d'eau de 17 mètres de haut naît. Donc, quand il y a de l'électricité, ils pompaient l'eau jusqu'en haut du château d'eau. Et puis, par gravitation, après, ils récupéraient l'eau. Ils ont mis eux-mêmes en haut du château d'eau UJFP, en face de la barrière, Union Juive Française pour la Paix. Bon, mais c'est pas ça la solidarité. Immédiatement, ils nous ont dit, si vous laissez ça comme ça, il n'y a que les paysans riches qui auront assez d'argent pour payer l'électricité, et les paysans pauvres, ils n'auront pas d'eau. Alors, on a décidé de subventionner le prix de l'eau en envoyant régulièrement des sommes pour que tous les paysans puissent avoir l'eau. Après, ils nous ont dit, c'est bien beau, mais il y a 35 fermes qui sont raccordées. Alors, on a refait une souscription et ils ont construit 5 km de canalisation. Une centaine de fermes étaient raccordées. Après, ils ont dit, on voudrait une maison des paysans pour discuter entre nous, mais on veut être indépendant des partis. Nous, on aurait bien aimé qu'ils travaillent avec le FPLP, mais ils ont dit, on les respecte, mais on veut être indépendant des partis. Alors, on leur a financé une maison des paysans qu'ils ont appelée quartier général du JFP. Et quand les ministres du Hamas voulaient discuter avec les paysans, ils venaient au quartier général du JFP. D'accord ? Puis après, on a vu beaucoup plus grand. Là, on n'avait plus les moyens. On s'est adressé à Humanitaire, l'ancien comité de bienfaisance et de secours des Palestiniens, qui avait de l'argent, mais pas beaucoup de savoir-faire à Gaza. Et donc, ensemble, ils ont construit une pépinière solidaire. Et là, avant le 7 octobre, 1000 fermes, quasiment toutes les fermes du sud-est de la bande de Gaza étaient raccordées à la pépinière solidaire qui permettait de placer des semences au plan, qui a augmenté de façon incroyable les rendements et la qualité des cultures. Et on était en train, la veille du 7 octobre, à essayer de passer à l'agroécologie, parce qu'ils savaient bien qu'ils empoisonnaient leurs terres avec des pesticides interdits en Israël. Et ils voyaient bien qu'il y avait un problème, et donc on était en train, avec des processus d'expérimentation, de passer à l'agroécologie. Tout a été détruit. Il y a une photo du château d'eau par terre. C'est en février, quand les Israéliens l'ont abattu, on a écrit un communiqué, la destruction du château d'eau de Rouza, un acte antisémite, puisque c'était clairement un château d'eau financé par une association juive. Alors comment en sortir ? D'abord, je le dis tout de suite, tous ceux qui pensent à la solution étatique, avant de penser à la question des droits, se trompent. La question palestinienne, c'est les droits, c'est pas l'État. Parce que l'État, c'est une question européenne, ou c'est une question coloniale. Comment on va s'en sortir ? Mais la question fondamentale, c'est les droits. Alors ceux qui pensent à la question étatique, je dis tout de suite, 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible, parce que n'importe qui va en Cisjordanie va dire, vous le mettez où l'État palestinien ? Qu'est-ce qu'on fait des 900 000 colons dont la moitié sont armés ?
Donc on comprend bien que ce qui reste de la Palestine, c'est un confetti, mais c'est pas souhaitable pour plein de raisons. D'abord parce que le sionisme était une théorie de la séparation. Donc la séparation, elle doit disparaître. Elle a mené au fascisme. Ensuite, parce que si vous voulez séparer, au nom de quoi vous allez donner 78% à Israël et 22% à la Palestine, alors qu'il y a autant de juifs israéliens que de palestiniens entre Méditerranée et Jourdain, à moins d'avoir une conception coloniale sévère. Mais la raison fondamentale pour laquelle 2 États, c'est pas bon, c'est que le peuple palestinien est un peuple de réfugiés. C'est que le crime fondateur a transformé les Palestiniens en un peuple de réfugiés. Les descendants des 800 000 Palestiniens expulsés de façon préméditée en 1948, avec des crimes de guerre à la clé, sont aujourd'hui 10 millions. 6 millions ont la carte de l'UNRWA. Et donc une solution qui ignore les réfugiés, c'est tout sauf une solution. Or, la solution à 2 États, elle ignore évidemment les réfugiés. Et donc c'est pas la bonne. Ensuite, je dirais, la raison fondamentale, une paix qui ne démantèle pas l'État juif, c'est pas une paix. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister dans le droit international un État qui ne soit pas l'État de tous ses citoyens. L'État juif, c'est une monstruosité. Il a été créé en 1948 comme État juif. La communauté internationale a accepté ça. Il est allé au-delà avec la loi Israël, État-nation du peuple juif. C'est une monstruosité. Le seul État français, je vous rappelle que c'était Vichy. Donc, alors vous allez me dire un seul État. Je vous ai dit, il ne faut pas poser la question de l'État avant la question des droits. Un seul État, c'était la position de l'OLP avant 1988. Arafat ou Forceps l'a fait abandonner. C'était la position d'un certain nombre de Juifs dans l'Yishuv, dans la Palestine mandataire. Il y a même une élection en 1944 où 45% des Juifs de la Palestine mandataire votent pour un État binational. Mais ce courant va disparaître dès les premiers coups de feu de la guerre de 1948. Donc il n'y a plus aujourd'hui les bases pour un seul État laïque et démocratique. Donc nous, à l'UJFP, on dit une seule chose, qu'on applique le droit international au peuple palestinien. Le droit international, c'est pas l'ONU qui a une culpabilité énorme dans le merdier actuel. Le droit international, ce sont des textes issus au début de la Révolution française et ensuite de ce que les législateurs ont affirmé après 1945. Le droit international, il dit 3 choses pour la Palestine. 1, la liberté. Fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza, destruction du mur. Il dit 2, l'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité réelle ou supposée, leur religion ou leur non-religion. Et 3, la justice, le retour des réfugiés palestiniens et le jugement des criminels de guerre. Vous constaterez que vivre ensemble dans l'égalité des droits et le retour des réfugiés, ça veut dire la fin du sionisme et la fin de l'État juif. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit espoir, on peut en avoir plusieurs espoirs, mais un tout petit espoir dans une partie, une infime partie de la population israélienne. De la population israélienne qui s'aperçoit, j'en veux un peu, par exemple, tout bêtement, les films qui sont sortis récemment, où des cinéastes israéliens ont participé, qui se rendent compte qu'ils sont en train de commettre un crime et qu'ils sont en train de s'autodétruire quelque part, moralement, éthiquement. Voilà. Je sais pas bien. Non, j'ai bien compris la question. Mais voilà, bon, c'est... Ma réponse sera plus pessimiste. Il y a quand même un côté optimiste dessus. Vous n'avez aucun exemple dans l'histoire d'un État colonial qui, de son propre chef, va changer de politique. Toutes les situations coloniales qui se sont dénouées, c'est parce que l'État colonial a subi les conséquences de ce qu'il infligeait aux colonisés. Vous prenez la France et l'Algérie, c'est les 28 000 morts du contingent. Vous prenez les États-Unis et le Vietnam, c'est 500 000 déserteurs, c'est 50 000 morts.
Vous prenez l'Afrique du Sud, c'est de l'apartheid, c'est l'expulsion des Jeux Olympiques, c'est le boycott. Donc, sans punition, donc sans sanction contre l'État d'Israël, vous aurez ce que démontrent tous les sondages actuels, une très nette majorité pour, j'ose dire, la solution finale avec les Palestiniens. Mais je vous rappelle qu'en France, dans la guerre d'Algérie, jusqu'en 1961, vous avez une nette majorité de la population qui est pour faire la guerre jusqu'au dernier félaga vivant, et qui, un an après, à cause des pertes énormes que l'armée française et surtout le contingent a eu, est pour l'indépendance. Donc, pour l'instant, ce qui se manifeste, le côté suicidaire et le côté fou des messianiques qui sont au pouvoir en Israël, ce que ça a provoqué, c'est un départ massif. C'est-à-dire que c'est Ilan Pappé qui m'a dit ça. 500 000 juifs israéliens ont quitté Israël depuis le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est presque 20% des juifs israéliens qui vivent hors d'Israël. Ce que ça provoque, c'est une certaine radicalisation de la toute petite opposition anticolonialiste en Israël. Ça se manifeste par le fait que pour la première fois, après plus d'un an de génocide, les manifestants en Israël ont arboré les portraits des enfants assassinés à Gaza. Ça se manifeste avec, par exemple, dans un journal comme Haaretz, il y a toujours eu des journalistes anticolonialistes très courageux, Gideon Levy, Amir Haas. Et là, c'est toute la direction de Haaretz qui a véritablement pris parti contre le génocide. Mais tout ça, ça restera incroyablement minoritaire tant qu'il n'y aura pas de sanctions. Et donc, soyez persuadés qu'une partie importante de cette guerre se joue chez nous. Bonjour, bonsoir. Je viens de Grand Charbon, dans le Doubs, je suis élu, donc qui s'appelle Boudjekeda, et je viens simplement vous poser une petite question. Quel est votre regard sur cette espèce de dérive autoritaire, à savoir qu'aujourd'hui, les manifestants pour la cause palestinienne sont systématiquement taxés d'apologie du terrorisme, pour certains emprisonnés, je le dis avec d'autant plus de certitude que je viens de faire un mois de détention provisoire pour avoir expliqué que le Hamas était justement un mouvement de résistants, quelles que soient ses méthodes. Donc aujourd'hui, je pense que si pour votre association, ça doit être assez tendu. On a vu sur Lyon encore il y a de ça quelques jours de nouvelles arrestations. Et donc, quel est votre regard là-dessus? Parce que je le rappelle aussi, l'apologie du terrorisme, il y a encore quelques années, c'était en 2015, c'était considéré comme un délit de presse, ou risqué juste une amende. Depuis 2015, avec Charlie Hebdo, voilà que désormais, on risque de la prison, tout simplement, quand il y a on condamne les massacres de civils de part et d'autre. Donc voilà, c'est une autre question. Ce que vous dites est une réalité. J'étais hier un des 4 témoins pressentis au procès d'Anas Kazib, qui finalement est reporté dans un an. Quand on regarde Anas Kazib, donc porte-parole de Révolution Permanente, ce qu'il y a dans l'acte d'accusation, on tombe sur le cul, quoi. Il a déclaré vive la résistance palestinienne, c'est apologie du terrorisme, ou abat l'État colonial, c'est apologie du terrorisme. Alors, ce qui se passe dans cette histoire veut dire deux choses. D'abord, le mot terrorisme. Mon père était dans le groupe Manouchian, c'était l'armée du crime pour les nazis. Je rappelle que l'ANC de Nelson Mandela était considéré comme un groupe terroriste. Le FLN vietnamien aussi, c'est-à-dire que ce mot-là a été utilisé assez systématiquement par les dominants pour disqualifier les dominés. Si on entend par terrorisme le fait de tuer des civils innocents, oui, il y a eu du terrorisme le 7 octobre, enfin, comparé aux probablement 100 000 morts à Gaza, comparé à l'ordre qui a été donné par tous les dirigeants israéliens, y compris le président de la République et travailliste, de tuer les femmes et les enfants, si ça c'est pas du terrorisme, c'est quoi? Et même, je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, quand ils bombardent Hiroshima et Dresde, ils tuent bien des civils innocents et des armées, donc c'est aussi du terrorisme. Nous, on constate une chose, à l'UJFP, on n'utilise pas ce mot-là. Ce mot-là fait partie du droit européen et ne fait pas partie du droit international. Alors après, dans la criminalisation systématique de tous ceux qui défendent les droits du peuple palestinien, c'est la question de la complicité. Et c'est en même temps le fait qu'Israël est un poisson pilote. C'est un poisson pilote du néofascisme qui déferle sur le monde. Et pourquoi? Il y a des gens qui pensent que le soutien occidental à Israël, c'est une culpabilité sur ce qu'on a fait aux Juifs. Il n'y a aucun doute, je l'ai raconté,
que l'Europe a une responsabilité majeure dans ce qui a été fait contre les Juifs avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rien à voir avec ce qui se passe aussi. Si les Européens s'étaient sentis coupables, ils auraient dit aux Juifs en 1945, on a déconné, 6 millions de morts, maintenant vous avez l'égalité des droits. Qu'est-ce qu'on a dit en 1945? Vous avez un pays, maintenant vous partez comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on s'est défaussé de la culpabilité sur l'autre. Non. Israël est soutenu parce que c'est un morceau d'Occident fiché au Proche-Orient, parce que c'est une start-up technologique qui fabrique les armes les plus perfectionnées et toutes les polices et les armées du monde viennent se former là-bas, parce que c'est un exemple de la façon dont on réprime les populations réputées dangereuses, parce que c'est une revanche coloniale, surtout en France, enfin un pays qui fout la pâtée aux Arabes, il y a tout ça. Et tout ça, évidemment, le fait que nos élites, contre l'opinion publique, que nos élites aujourd'hui n'ont accordé qu'une seule parole. Moi, les très rares fois où des médias s'intéressaient à ce que l'UJFP pouvait penser après le 7 octobre, la question c'était est-ce que vous condamnez les attaques terroristes du Hamas? Donc il fallait passer un quart d'heure à déconstruire la question, et quand on l'avait déconstruite, on ne les intéressait plus, donc on n'était pas publié. Je le dis clairement, la complicité des élites politiques et médiatiques en France et en Europe, elle porte une responsabilité majeure dans ce génocide. Le génocide aurait été impossible sans cette complicité absolument éhontée. Les quelques-uns qui ont des états d'âme aujourd'hui, il vaut mieux avoir des états d'âme que rien du tout, mais enfin quand même c'est d'une hypocrisie absolument dingue. Hein. Ça ressemble aux résistants du mois de septembre en 1944 qui se sentaient résistants après la libération de Paris. Mais en tout cas, la façon dont ils nous ont criminalisés immédiatement après le 7 octobre, elle est absolument inqualifiable. Donc, en plus, je veux dire, dans cette... Israël est en train très volontairement, avec l'aide d'autres soudards, de détruire partout tout ce qui peut ressembler au droit international. Ça s'applique drôlement à nos dirigeants. Il y a une crise du capitalisme. Ce qui reste du droit international, c'est un obstacle pour faire régler la matraque. Donc, on les soutient absolument à fond. Voilà, il y a toutes ces raisons-là qui expliquent ce soutien. J'ajouterai que la justice française, c'est une justice d'abattage pour l'instant. Il y a eu 500 personnes qui ont été inculpées après le 7 octobre, elles appartiennent toutes au même camp. Nous, on vient d'avoir notre plainte contre Israel Forever qui est reprise, c'est la première fois. On a porté plainte contre ceux qui se sont filmés en train d'empêcher les camions d'entrer dans Gaza pour apologie du génocide. C'est un tout petit signe, ça a été... voilà, dans 10 ans, 20 ans, on enseignera le génocide à Gaza comme on enseigne le génocide, et on aura à donner la culpabilité de tous ceux qui ont permis ça, comme aujourd'hui Johan Chapoutot, quand il écrit les irresponsables sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il raconte la responsabilité de tous les capitalistes et certains partis de gauche de l'époque. Bonsoir à tout le monde, merci de votre conférence. Ce n'est pas une question, vous avez déjà vu à Boulogne, c'est juste une information. Je ne sais pas si l'association France-Palestine Solidarité de Calais le sait. Il y a le film qui était prévu à Arras, au Mégarama, Le Char et l'Olivier de Robert Mullier, et qui a été interdit. Roland Nurier. Roland, pardon, qui a été interdit. Je ne sais pas si ce serait bon que vous pouviez diffuser l'information. Il y a eu un communiqué de presse, enfin naturellement toutes les associations organisatrices attaquent. C'est la mairie qui interdit? Non, c'est Mégarama national, 6 jours avant. Et il y a eu moi je me reproche l'attaque du Polonais, l'attaque Artois était avec les membres organisateurs, avec la FDH et d'autres solidaires certainement. Et est-ce que je ne sais pas si vous avez été informé, vous, ici à Calais? Il faut que les deux films de Roland Nurier sont formidables et il faut vraiment que vous les diffusiez partout. Hein. Oui, on a eu la chance de le voir ici à Calais et à Boulogne, il a été diffusé. Non, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est qu'en fait, ils proposent de repasser le film, en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est le débat après. Parce qu'ils avaient invité quelqu'un de l'Amnesty International, et donc, en fait, c'est ça qui a fait que Mégarama National a bloqué le film. Parce qu'ils proposaient de passer le film sans débat en septembre. Enfin, je veux dire que Amnesty, nous, on les a trouvés un petit peu lents, mais
on se félicite quand même qu'ils ont appelé un chat, l'apartheid, et le génocide, quoi. Et qu'aujourd'hui, que l'amnistie soit vue comme une espèce de c'est fou, quoi. Je veux dire, quand on arrive à une situation d'une société comme Amnesty va parler du Tibet ou des Ouïghours, c'est d'accord, ou de l'Ukraine, mais s'il parle de la Palestine, c'est des dangereux gauchistes, ça paraît dingue, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Selon vous, la solution, c'est les sanctions. Et on peut bien le comprendre, on a vu qu'en Afrique du Sud, c'est le boycott de l'Afrique du Sud qui a fonctionné. Pourquoi est-ce que les États-Unis, l'Allemagne, la France soutiennent autant, et d'autres pays aussi peut-être, soutiennent autant l'État d'Israël? Il me semble qu'il y a quelques mots à dire peut-être sur, aux États-Unis, l'AIPAC, en France, Elnet et peut-être le CRIF. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Aux États-Unis, c'est quand même un truc de fou. L'AIPAC, donc c'est le lobby sioniste aux États-Unis, c'est 80% les chrétiens sionistes et 20% les juifs d'extrême droite. Les juifs des États-Unis sont à l'inverse de ce qui se passe en Israël ou en France. Ils ont une autre histoire, ils sont les descendants de ceux qui ont fui les pogroms de l'Empire russe. Ils ont construit leur citoyenneté aux États-Unis en lien avec les autres minorités, en particulier les Noirs et les Latinos. Et majoritairement, ils se reconnaissent dans un think tank qui s'appelle J Street, la rue juive, qui est en gros pour des négociations, mais qui est contre la colonisation. On rend les territoires occupés. Mais notre organisation sœur aux États-Unis, Jewish Voice for Peace, JVP, ils sont 40 000, ils ont plus de 500 000 amis sur la page Facebook, ils ont des députés, et ils ont, dans un processus de débat démocratique en leur sein, ils se sont prononcés, Israël est un État d'apartheid, et ils ont adhéré au BDS. La majorité des membres du BDS, du boycott des investissements sanctions aux États-Unis, sont juifs. Et puis ils sont devenus antisionistes de façon claire. Et donc, c'est pas pour plaire aux juifs états-uniens que les États-Unis ont cette politique-là. C'est des raisons stratégiques, c'est-à-dire qu'il est évident que pour tenir le Proche-Orient, il faut tenir Israël et les mêmes monarchies esclavagistes et ultralibérales du Golfe. Et ils tiennent les deux, et les deux se sont alliés avec les accords d'Abraham, et c'est complètement stratégique, ça n'a rien à voir avec une réponse à une revendication des Juifs du coin. Bon, il y a des lobbies en France aussi, le CRIF est un audio lobby, le CRIF en plus, il est créé en pleine guerre par la résistance, il est créé comme un mouvement qui devrait unifier toutes les tendances du judaïsme, des religieux aux communistes, en passant par les libéraux, par tout ce qu'on veut. Et il est devenu, à partir de l'an 2000, une officine d'abord de gouvernement israélien, puis une officine de la droite du Likoud, où j'ai expliqué que l'ancien secrétaire, l'ancien dirigeant du CRIF venait du Bétar. Donc, il y a des lobbies, mais fondamentalement, c'est les États qui sont responsables. Et aujourd'hui, il y a eu une période où, dans la bourgeoisie française, il y avait des gens qui étaient pour une politique équilibrée au Proche-Orient, De Gaulle, Chirac, aujourd'hui Villepin, et puis c'est fini ça. Je veux dire que l'écrasante majorité de la bourgeoisie française, non seulement elle a choisi son camp, mais elle a choisi les mêmes méthodes que son camp. C'est-à-dire que quelque part, ils bavent d'admiration devant ce que font les Israéliens. Donc il faut comprendre que ce que fait Israël aujourd'hui, c'est un poisson pilote dans la fascisation du monde. C'est un laboratoire dans cette espèce de rouleau compresseur ultra-autoritaire, raciste, suprémaciste et inégalitaire qui déferle sur le monde. Israël joue ce rôle-là et donc est admiré par les puissances de ce monde parce que eux, ils font ce qu'ils disent, à la différence d'autres. Juste dans la foulée de ce que vous disiez, il y a des intérêts économiques
énorme au niveau de l'armement, tout simplement. Je pense qu'on peut le voir aussi à ce niveau-là, que ce soit Dassault, la Lockheed. Je pense qu'au-delà du poisson, c'est un énorme client. Le salon du projet, c'est un énorme client aussi, même s'ils créent aussi eux-mêmes leurs propres armes. Mais je pense qu'il y a aussi un intérêt économique énorme. En ce qui concerne les États-Unis et Israël, bien entendu, si Israël n'avait pas l'aide incroyable des États-Unis pour son dôme de fer, pour ses F-16 et ses F-18, ils ne feraient pas ce qu'ils arrivent à faire. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que les F-16 et les F-18 ne voleraient pas sans la technologie israélienne. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication des deux complexes militaro-industriels qui a atteint un point incroyable. Voilà, il est temps de le clore. Nous en sommes à notre 82e samedi, place d'Armes, en page à Tour du Guet. Je crois qu'on a tous bien compris qu'ici, il ne s'agit pas seulement de défendre la Palestine, mais il s'agit de nous défendre nous-mêmes. Absolument. Contre un devenir que Pierre vient d'esquisser. Oui, c'est pas un supplément d'âme de soutenir la Palestine, on défend notre peau, comme les gens qui nous disent à l'UJFP, vous êtes courageux. Je réponds, on est sommé d'être traître ou complice, on n'est ni traître ni complice, on défend notre peau. Je voulais juste vous dire une chose, allez sur le site de l'UJFP, vous aurez tous les jours 2 à 3 articles de témoignages de ce qui se passe là-bas, et qui sont des témoignages, des comptes rendus, des analyses politiques faites par les Palestiniens. Et puis, notre misérable petite association juive a quand même envoyé 650 000 € à Gaza depuis le 7 octobre. Et malgré les menaces de fermeture de notre compte bancaire, on y arrive toujours. Donc, vous pouvez être sûr que l'argent que vous versez, 3-4 jours après, il est à Gaza. Et vous avez, dans tous les comptes rendus qu'on fait, on a assuré depuis le 7 octobre la création de gigantesques camps de toiles, la création de sanitaires, la désinfection de ces camps. On assure 3 repas hebdomadaires à plusieurs milliers de personnes. On assure la scolarisation de plusieurs milliers d'enfants, l'aide psychologique, les passages d'équipes médicales. Voilà, on n'est pas une association humanitaire, mais comme le but des sionistes a été la disparition du peuple palestinien, nous on fait en sorte que cette société tienne debout, même si aujourd'hui c'est dans des conditions terribles. Les images qu'on reçoit ressemblent de plus en plus, je vous dis, à des images de famine organisée. Mais voilà, vous pouvez aider la Palestine à travers nous. Bravo.